Donc on est là aujourd'hui pour parler de ton nouveau livre Oui. qui s'appelle Quand l'amour éveille la conscience. Donc, hop, que je vous présente ici. Et pour commencer, la première question que j'avais envie de te poser, c'était ça. Quand l'amour éveille la conscience, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pourquoi avoir choisi ce titre-là? Oui, j'ai longtemps réfléchi à quel titre j'allais mettre à ce livre. En fait, j'ai mis le titre après. Mhm. Mais en fait, je voulais parler d'amour finalement. Je voulais parler d'une pédagogie basée sur l'amour. Et je voulais commencer moi par une phrase qui est tirée de la conclusion en fait de ton livre, qui transcrit ce qu'un parent d'élève de l'école de Montcharvin dans la montagne t'avait dit après 3 ans d'expérience que vous avez fait avec eux. Il t'a dit: c'est vraiment dommage que vous partiez maintenant, vous veniez juste d'éveiller nos âmes. Et toi, tu dis dans ton livre, tu expliques clairement que cette phrase, ça a été vraiment le coup d'envoi de tout ton cheminement spirituel. Tout à fait. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment cette phrase t'a accompagné tout au long de ta vie et dans le développement de tout ce que tu as mis en place? Ok, merci beaucoup. Effectivement, cette phrase a bouleversé ma vie, complètement. Ce parent d'élève, au moment où je partais, après 3 ans dans cette école de montagne où j'avais une classe unique à tous les cours, où j'avais une trentaine d'enfants, ce qui était assez dur à l'époque d'organiser ça. Mais j'avais donc rencontré, toute ma vie d'ailleurs, j'ai rencontré des pédagogues hors pair qui m'ont beaucoup aidé à mettre en place les différentes pédagogies que j'avais envie, que je ressentais moi. Donc en l'occurrence là, c'était Célestin Freinet dont des méthodes pédagogiques qui s'appellent donc la méthode Freinet, la pédagogie Freinet. Donc j'avais fait des stages, des formations, parce qu'en tant qu'instituteur, je n'avais pas eu de formation, je ne suis pas passé par l'école normale, tout ça, je suis passé en étant remplaçant au départ. Autodidacte. Il fallait que je me débrouille, quoi. Ce qui était mieux finalement. Mhm. Et donc j'ai fait des stages avec des gens de cette pédagogie, qui étaient très ouverts, qui m'ont redonné confiance, parce que au départ, donc, comme instituteur, c'était pas facile pour moi. D'accord. Il fallait enseigner des choses, j'étais pas d'accord avec la façon de faire. Bon, j'avais beaucoup souffert moi-même de l'école. Mais toujours est-il que là, je me suis retrouvé donc dans cette classe où je suis resté 3 ans. Et pendant ces 3 années, j'ai fait un travail, je pourrais dire, assez extraordinaire. Dans la mesure où les enfants, effectivement, se sont éveillés à plein de choses sur le plan de leur conscience, sur le plan de se prendre en charge, sur le plan de l'amitié entre eux et moi, et l'amitié entre eux. Il s'est passé énormément de choses à ce moment-là, et qui s'est étendu finalement aux adultes, Voilà, où j'ai fini par travailler avec les parents d'élèves qui étaient un peu jaloux finalement de ce que je faisais avec les enfants, et qui voulaient aussi avoir leur part. Donc on remet ça dans le contexte de 1959-1960, C'est ça. où il y avait dans les villages reculés peu d'accès aux médias comme on a maintenant. Et donc le fait de monter c'est comme une école de cinéma, on va dire, où tu prenais en film les instants du village, en créant des débats, ça a vraiment placé quelque chose au niveau de l'animation du village. Oui, Et ce qui a été finalement qui a eu une portée qui est beaucoup plus importante que ce qui se passait au sein de ta classe. exact. Aussi, c'était aussi important, c'est-à-dire que je faisais des méthodes que les gens ne comprenaient pas, qui bouleversaient assez le village. Comment faire par rapport à ça? Eh bien, je ne savais pas trop comment expliquer verbalement ça, mais j'avais toujours ma petite caméra 8 mm à l'époque. Donc je filmais un peu tout, ce qui se passait dans la classe et tout ça. Je me suis dit, mais après tout, pour expliquer aux parents, je vais faire ça. Donc j'ai montré comment la classe fonctionnait. Et là, je suis devenu comme un espèce de magicien, parce qu'à l'époque, le cinéma, il n'y avait rien du tout là. Il y a des gens qui ne sont jamais allés au cinéma dans ce village. Alors qu'il y avait quand même un village à Thônes, à 15 km, ou 20 km. La plupart n'y avaient jamais été. D'accord. Donc on a passé des films, les gens se sont... Et ont commencé à dire, et
pourquoi on ne filmerait pas aussi la vie du village? Alors j'ai fait les actualités du village, etc. Petit à petit, ça s'est étendu. Et puis les parents, donc, ont commencé. Au début, il y avait une tension par rapport aux méthodes que j'utilisais. C'était pas comme d'habitude. Ils comprenaient pas. Les parents commençaient à, alors que les enfants se régalaient, quoi. Les enfants ils attendaient quand il y avait les vacances, ils s'ennuyaient, ils voulaient revenir Retourner à l'école. Ouais. Donc petit à petit, il y a quelque chose vraiment qui s'est mis en marche dans ce village. Et donc j'ai fait des choses avec les parents où ils m'ont expliqué comment ils avaient vécu l'école quand ils étaient petits et plus jeunes, etc. Comment ils avaient été même maltraités par certains enseignants. Et on a joué des scénettes, tout ça, enfin tu vois. Et petit à petit, donc on a créé quelque chose au niveau du village. Il s'est créé vraiment une coopérative au niveau du village. On a acheté un projecteur de cinéma. J'ai commencé à passer des films sur les drames paysans, où ils se retrouvaient. Enfin, donc j'ai appris à animer avec des adultes, ce que je ne savais pas faire jusqu'alors. Mais j'avais 24 ans, hein, donc je me suis bien débrouillé. Et voilà, et quand je suis parti, il y avait, mais pourquoi vous partez? Enfin, vous venez juste d'éveiller nos âmes. Et là, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Moi, bon instituteur laïque, j'avais pas eu de formation religieuse dans mon enfance. Donc j'étais une formation d'athée, pour moi, on mourait, c'était fini. Ce qu'il fallait, c'est avoir une belle vie, le reste, ça comptait pas, quoi. Donc au niveau de tous ces aspects pédagogiques que tu as pu tester dans les villages, dans différents pays, sur différents continents, tout ça, ça t'a amené finalement à développer des techniques pour accompagner des gens dans l'éveil de leurs âmes, et notamment la fameuse pratique du rêve d'éveil. Et est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc dans mon trajet, je pourrais dire que cette histoire de « vous avez éveillé nos âmes » m'a amené à m'éveiller moi-même, déjà. Tout un processus qui s'est fait en moi, qui fait que tout d'un coup, j'ai eu l'impression de devenir intelligent. Il s'est passé des choses très fortes au niveau énergétique, et des ouvertures de conscience qui se sont faites. Et moi-même, j'étais un grand rêveur, je pourrais dire. À l'école, je m'ennuyais, donc je rêvais. Et quand on m'interrogeait, on me disait Tabé, au tableau. Et je ne savais plus de quoi on parlait. Je tombais de haut, quoi. Et je me suis dit, mais c'était intéressant parce qu'en fait, j'ai rêvé plein de choses qui se sont réalisées maintenant dans ma vie. Et donc, le rêve, pour moi, ça a été quelque chose d'important. D'abord, j'ai travaillé beaucoup dans l'audiovisuel, dans l'image. Et l'image m'a amené, finalement, petit à petit, à l'image intérieure, celle du rêve. Et j'ai mis au point toute une pédagogie par le rêve, justement, par le rêve éveillé, c'est-à-dire un rêve dans lequel nous sommes conscients. Et cela a permis, si tu veux, de grandes ouvertures de conscience au niveau des gens, parce que, quelque part, il y a eu une inversion de polarité qui s'est jouée à ce moment-là. Une des choses qui m'a frappé dans ce livre et qui m'a beaucoup apporté au niveau de ma compréhension, c'est les modes de fonctionnement du cerveau, notamment de l'équilibrage ou du déséquilibre qu'on peut avoir entre cerveau droit et cerveau gauche. Et qu'au final, dans le monde dans lequel on vit, en étant bombardé d'informations comme on l'est, on peut se retrouver sans s'en rendre compte à avoir en fait 95% de pensées qui vont être, de pensées inconscientes, de pensées qui vont être liées à la peur et qui vont générer des émotions donc de peur dans une proportion égale, donc 95% c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Et dans ton livre, tu expliques bien d'un côté comment fonctionne justement ce cerveau droit, ce cerveau gauche, et comment on peut les harmoniser et les équilibrer en rêve. Et ça, est-ce que tu pourrais développer un petit peu ça, cette polarité ? C'est une très grosse question. Parce que, donc, à l'état de veille, l'état dans lequel nous sommes là maintenant, c'est le cerveau gauche, qui est le cerveau logique, qui est en premier, on pourrait dire. Le cerveau droit est un peu
endormi, mais de temps en temps, il s'évade vers quelque chose. Il y a un petit rêve qui se passe, même pendant qu'on discute ensemble. Il y a toujours, quand vous parlez devant un public, il y a des gens qui s'évadent. Hein, c'est l'autre cerveau à ce moment-là. Mais notre culture est faite et utilisée par le cerveau gauche, c'est-à-dire la logique. Bon, c'est pas tout à fait exact parce qu'en fait, dans le cerveau gauche, il y a un peu du cerveau droit, dans le cerveau droit, il y a un peu du cerveau gauche, mais disons qu'on va caricaturer. Globalement. Hein. Oui. Et là, on va dire donc que le cerveau droit est un cerveau sensible, hein, qui est lié à l'imagerie mentale, qui est lié aussi à la perception, à l'intuition, à la sensation, hein, alors que le cerveau gauche, lui, essaye donc d'être totalement logique. Donc on nous a... Enfin, l'humanité est formée, enfin en tout cas surtout au niveau occidental, formée avec le cerveau gauche comme étant le cerveau de l'intelligence. Ce qui est faux, c'est le mental en fait. On a développé le mental. On a développé le mental qui est au service de notre ego finalement. Au détriment, du coup. Au détriment de quelque chose de plus grand que nous, qui est dans le monde invisible, on pourrait dire, dans le donc dans le paranormal. Hein. Et si vous voulez, donc on est formé, complètement formé, programmé, pour avoir des pensées issues du mental. Alors le mental, lui, il tourne en rond. C'est-à-dire le cerveau gauche, il n'est pas créatif. Il va toujours répéter les mêmes choses, hein, donc les choses du passé, les amener devant nous, et on est là en train de conduire notre véhicule en regardant dans le rétroviseur, au lieu de regarder ce qui se passe dans l'instant devant nous, quoi, hein, dans le présent. Donc cette habitude fait qu'on a des pensées qui viennent et des pensées qui ne sont pas toujours confortables. C'est bon, ben, je suis sorti de chez moi, est-ce que j'ai fermé le gaz, est-ce que j'ai ceci, qu'est-ce qu'on va me dire, qu'est-ce qu'on attend de moi, etc. Et toujours des questionnements qui sont là et qui sont pas confortables, qui sont issus, est-ce que je suis conforme finalement à ce qu'on voudrait que je sois. Donc quelque part, on sort de soi continuellement et on nie vraiment l'être que nous sommes. Et ça, c'est toxique, c'est-à-dire c'est notre ego qui lui, essaye de conserver les choses connues parce qu'il a peur de l'inconnu. Alors c'est très bien au niveau, d'une formation de base, hein, où on va se confronter à des contraires, on va se confronter à des choses qui finalement nous permettent de grandir. Mais à un moment donné, il faut arrêter avec ça, il faut trouver quand même une autre façon de fonctionner et refaire fonctionner ce cerveau droit, hein, qui lui est créatif, il a plein de choses, il a 90% de choses à dire, à faire comprendre, et c'est ce qui se passe dans le rêve. Quand vous rêvez la nuit, quand vous êtes en état de rêve éveillé ou de rêve d'éveil, nous sommes, à ce moment-là, dans un autre état de conscience, qu'on peut appeler alpha ou l'état θ, voire l'état delta, c'est celui du sommeil, mais là, on n'a plus beaucoup d'images. Hein. Mais dans cet état-là, c'est le cerveau droit qui domine, et le cerveau gauche, ben, quand on se réveille la nuit, ah tiens, j'ai rêvé à ça, et hop, j'ai oublié. J'ai oublié, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait que le cerveau droit qui fonctionnait. Mais dans le rêve d'éveil, on raconte ce qu'on est en train de voir et de vivre. Alors justement, donc le cerveau gauche, oui. C'est justement ça, moi, que je trouve très intéressant et que je voulais que tu abordes, donc c'est parfait. C'est voilà, le cerveau droit, quand il est aux commandes, la nuit, quand on dort, le cerveau gauche étant inactif, on n'inscrit pas ce qui se passe. Et souvent, on ne se rappelle pas de nos rêves, par exemple. Voilà. Dans la journée, c'est le contraire qui se passe. Et justement, moi, ce que je voudrais que tu expliques, c'est l'uniformisation et l'harmonisation, la mise à égal d'un mode de fonctionnement différent pendant le rêve d'éveil, où le cerveau droit exprime des choses et le cerveau gauche le met en parole. C'est ça.
Ben, tu as tout dit là. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau droit va avoir des images, va avoir des séquences de vie ou des séquences du passé, mais il va tout vivre au présent. Le cerveau droit vit tout au présent. D'ailleurs, regardez bien, si vous faites des rêves la nuit, ils se passent au présent. Ils ne se passent pas au passé. D'accord? Donc, lorsque vous êtes vraiment dans cet état alpha, on pourrait dire, ou θ, hein, dans lequel vous vivez au présent totalement, ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, et qui vont créer des émotions, qui va créer des sensations, des impressions, etc., des visions. Hein. Nous sommes dans un état qu'on pourrait dire métaphysique, hein, c'est-à-dire au-delà du physique. Hein. Et on a accès donc à énormément de choses. Pensez justement donc, à cette partie invisible de nous qui est là, sous-jacente, hein, qui représente une grande partie de ce que nous sommes. Et au-dessus, c'est juste la partie visible, elle est petite finalement. Elle n'est pas si grande que ça, et c'est pour ça qu'on tourne en rond toujours, avec ce cerveau gauche. Hein. Et justement, quelque chose qui m'a paru évident à la lecture, mais finalement que j'avais pas percuté, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu à l'intérieur, au niveau du métaphysique, et à l'extérieur, au niveau du physique, et que ça s'inscrit au niveau émotionnel et dans notre corps de la même façon. C'est-à-dire quand vous vivez une expérience en rêve, un beau rêve d'éveil, eh bien à ce moment-là, effectivement, l'expérience que l'on vit, qui est par exemple de résoudre une émotion, de transmuter quelque chose, de transformer au niveau du chakra du cœur, de transformer une douleur en quelque chose, en une révélation de quelque chose qui est positif. Hein. Eh bien, ce travail qui se fait est aussi valable qu'une expérience qui se jouerait dehors sur le plan physique. Hein. Et le cerveau, lui, il enregistre de cette façon-là. D'ailleurs, à ce moment-là, il y a aussi une liaison entre le cerveau droit et le chakra du cœur. Hein. C'est comme si le cœur crée une ligne de contact ou comment dire, une directrice, oui, un chemin vers le cerveau. Hein. Et ça va créer de nouvelles expériences au niveau donc, des synapses, etc. Enfin, je veux dire, donc il y a des connexions qui n'existaient pas, oui. Ces connexions neuronales vont permettre justement des choses que le cerveau n'avait pas. Et ce qui va développer la conscience, c'est ça qui va développer la conscience. Hein, c'est pour ça que... Mais il faut que ça se fasse au niveau du cœur. Parce que c'est là que la conscience s'ouvre. C'est la relation cœur-cerveau. Hein. Et donc ça veut dire c'est ce que tu expliques dans le livre, c'est que le rêve d'éveil, par exemple, ou cette manière de rêver, donne la possibilité de relier le monde métaphysique au monde physique, que ça permet au monde subtil de féconder le monde réel. Est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que c'est quelque chose qui est incroyable, en fait. C'est ça qui est formidable. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, donc, toutes les recherches en physique quantique et tout, rejoignent tout ça. Hein, ouvre cette dimension, c'est fantastique justement. Pour moi, c'est fantastique justement de cette espèce de rencontre qui est en train de se faire au niveau donc de la vision du monde. Hein. Ce que tu expliques dans ton livre, c'est que le rêve, c'est la possibilité de relier le monde métaphysique au monde physique et de permettre au monde subtil d'alimenter et de féconder le monde physique. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà, c'est cette mise en relation finalement des deux cerveaux, on pourrait dire. Parce que le but, c'est que les cerveaux communiquent et se rééquilibrent. Hein, c'est pas de dire le cerveau gauche, il m'emmerde parce que il est là en train de toujours, c'est mon mental, je voudrais tuer mon mental, tout ça. Non, c'est pas ça. Il faut au contraire que ça puisse circuler entre les deux. Donc déjà dans le rêve tel qu'on le fait, le cerveau droit prend la première place, et l'autre n'est que le reporter. Hein. Donc, mais ça circule entre les deux cerveaux. Il est tout fier, le cerveau gauche, de pouvoir raconter ce qui se passe dans l'invisible.
Et c'est comme ça qu'il y a une fécondation qui est en train de se faire. C'est-à-dire que au lieu de vivre avec 10% de nos capacités, on va se mettre à vivre avec un pourcentage qui est infini, puisqu'on va créer tout le temps de nouvelles choses, de nouveaux circuits, hein, et qu'on va augmenter nos capacités de ce cerveau, qui lui fonctionne de plus en plus avec le cœur, c'est-à-dire une autre intelligence que celle du mental. Hein, on a accès à quelque chose de beaucoup plus grand, qui est infini, qui est dans les possibles. Et ça, je ne peux en parler que parce que je l'ai vécu. Hein, je ne peux pas... c'est pour ça que c'est fantastique, justement, de rejoindre maintenant la physique quantique, hein, qui, elle, ouvre à ces perspectives-là, hein, et elle le décrit de façon très scientifique, on pourrait dire. Hein, la science fait un bond en avant maintenant extraordinaire, où les deux se rejoignent, justement. La science du visible et la science de l'invisible. Hein, c'est quelque chose, c'est une étape extraordinaire pour l'humanité, ça. T'expliques, en gros, tu dis que le libre arbitre, c'est de choisir entre la peur et l'amour. Le but étant de savoir comment, pour créer cette nouvelle réalité à partir de notre monde invisible, comment on peut faire au quotidien pour choisir l'amour et pour modifier notre monde. Bon, là, il y a deux questions dans ta question. Celle du libre arbitre et celle du choix de l'amour, si tu veux. C'est ça. Hein, parce que... Enfin, moi, je peux parler que de mon vécu. Hein. Je veux dire, je me suis aperçu qu'effectivement, lorsque mon mental, mon ego, a le pouvoir, c'est toujours la peur qui domine. Et il m'amène de catastrophe en catastrophe. Parce que si j'ai quelque chose à faire et que j'ai des pensées négatives par rapport à ce que je dois faire, par exemple le matin en me levant, quelle sale journée, quel sale temps, j'ai pas envie d'y aller, c'est trop dur, etc. Il y a une espèce de démission qui se fait, et c'est facile à entretenir parce que je peux l'augmenter. Je peux l'augmenter par du négatif et du négatif. Le hamster qui court dans sa roue. Voilà. Et choisir l'amour, c'est d'un coup, c'est stop. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Si je choisissais l'amour, tout simplement. Et là, il se passe quelque chose, là, c'est comme si, au début, j'étais stressé ici au niveau du plexus solaire, hein, et d'un coup, quand je pose cette question, je monte dans le cœur. C'est-à-dire, je stoppe, et quelque part, je me retire de cette situation anxiogène pour vivre quelque chose qui est, où je suis éternel, finalement. Je ne suis pas cette espèce de personne qui remâche tout le temps des choses négatives, qui m'entraîne dans un circuit qui m'emmène à une destruction, finalement. Non, je ne suis pas ça. Je prends du recul, et là, mon cœur me dit, non, tu peux t'ouvrir à autre chose. Et le fait de dire, et si je choisissais l'amour, ou alors, et puis non, je choisis l'amour, à ce moment-là, c'est comme, il se passe quelque chose qui est plus grand, parce que l'amour, c'est quelque chose de très grand, en fait, qui enveloppe tout, hein, qui réharmonise, qui crée un équilibre, hein, dans lequel il y a la joie, et là, c'est là où finalement tu rejoins ton âme, hein, alors que là, au niveau du plexus solaire, tu étais sous l'ingérence, on pourrait dire, de ton ego, qui lui essaye toujours de se satisfaire lui-même. Hein, et qui croit finalement qu'il est totalement, lui, dans un état où il peut tout faire par lui-même. Rien que de faire ça, tu renverses la situation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut à un moment donné, c'est quelque part, je sors de ce processus, je me regarde, je me vois en train de sans dire comment, j'ai pas le droit d'être heureux puisque tous les autres sont tellement malheureux, il y a des gens qui crèvent de faim, etc. Enfin, tu vois, c'est toujours cette espèce de culpabilité qui essaye de nous faire redescendre à nouveau, hein, où le petit moi essaye de toujours nous récupérer, quoi. Mais ce petit moi, en fait, il n'est pas inutile. Il ne faut pas lui dire « je te jette, j'en veux plus de toi ». Non, il faut lui donner une autre place. Si
je viens vivre par exemple dans un monde où je suis à la fois heureux sur Terre, hein, parce que je fais descendre petit à petit le paradis, hein, sur la Terre, c'est le but. Je peux vivre heureux, hein, et je montre un chemin pour que d'autres puissent le faire aussi, et qu'on pourrait tous commencer à vivre heureux ensemble, créer un monde différent, hein, créer surtout, hein, s'unir, retrouver la solidarité, retrouver toutes les bonnes choses qu'on a au fond de son cœur et qu'on voudrait vivre ici. À ce moment-là, c'est possible. C'est tout possible. Et à ce moment-là, le petit moi, tu lui dis, ben écoute, voilà, je te remercie, tu as bien joué ton rôle, tu as été brave, tu as tout essayé. Voilà, maintenant, je vais te proposer autre chose. Tu pourrais, au lieu d'être celui qui doute, celui qui remet toujours les choses en cause, etc., tu pourrais être peut-être une espèce de gardien. C'est-à-dire que si je recommence, moi, à douter, à pas être bien, etc., ou alors à m'emballer pour des choses qui finalement sont des choses qui vont me piéger, en fait, en réalité, toi, tu pourrais être là et me dire, attention, là, danger, n'y va pas, fais gaffe. Tu es en train de te duper toi-même, ou tu es en train de t'emballer pour des choses que les autres te montrent, mais qui ne sont pas toi-même. À ce moment-là, tu pourrais jouer le rôle de discernement, qui est quelque chose qui est bien au-dessus des doutes. Hein. Et donc l'ego... M'apprendre à discerner, oui. L'ego deviendrait le gardien et le gardien du discernement. Voilà. Oui. Et il peut très bien le jouer. Très très bien. En te disant, attention, stop. Parce que là aussi, tu t'emballes trop vite. Parce que là aussi, je veux dire, le fait d'avoir découvert toute cette partie invisible, etc., il y a aussi les pièges du monde astral, hein, où tu peux parce que un tel a trouvé telle méthode, oh, je vais apprendre telle méthode. Et puis il y a l'autre qui montre, on a réussi telle chose, oh, j'y vais aussi, etc. Et on se disperse totalement, on oublie de regarder à l'intérieur de soi, on a tout à l'intérieur de soi. Pourquoi toujours aller chercher chez les autres ce qu'on a à l'intérieur? Si ça fait écho en soi, très bien. Sinon, c'est pas la peine. Donc là, à ce moment-là, ce petit moi, ce petit qui m'a torturé avant, peut au contraire devenir même l'être qui va me faire évoluer encore plus et passer même dans une autre dimension. Pour conclure, moi je voudrais citer une phrase du livre. « Rêver une nouvelle réalité, c'est ce dont nous avons besoin pour changer le monde. Croyez-moi, vos rêves sont entendus et enregistrés. L'avenir de l'humanité se construit dans le présent. » Donc ça veut dire qu'on peut vraiment changer le monde en le rêvant? Tout à fait. Parce que, comment dire, si nouveau monde il doit y avoir, et moi je le sens, hein, je sens que c'est présent, que c'est quelque chose qui est en train de venir, mais ça ne va pas nous tomber du ciel avec des extraterrestres qui vont arriver et qui vont mettre en place un monde. Maintenant, par exemple, les Vénusiens vont nous dire, nous, sur Vénus, on est vachement en avance sur vous, hein, on va vous montrer comment faire. Non, c'est nous qui devons être les artisans de ce nouveau monde. Et au fond de soi, il y a cet amour de la vie, il y a cette vision que certains peuvent avoir en ouvrant leur cœur, en se rendant compte que l'être humain a des choses bonnes, des choses gratifiantes, des capacités d'être attentif à l'autre, hein, de secourir l'autre lorsqu'il souffre, de chercher l'harmonie, tout ça, ça existe, tout ça, les gens rêvent de ça finalement. Ils en rêvent. Ils en rêvent, oui. Et donc plus il y a de gens qui rêvent d'un autre monde, avec une vision possible de ce qu'on voudrait, plus ça peut se matérialiser, puisque l'énergie suit la pensée, hein, et quand on disait tout à l'heure 95% de pensée de peur, on crée un monde de peur. Mais si on renverse ça et qu'on prend ne serait-ce qu'un petit peu, quelques instants de se mettre à rêver d'un monde qu'on voudrait voir arriver,
on le crée. Et On le comme crée dans la cerveau- matière. Et comme le cerveau, ce qu'on tu disais tout à l'heure, ne fait pas la différence entre ce qui est Voilà. vécu dans le métaphysique Oui. et ce qui est vécu dans le physique, Tout on à peut fait. donc, en rêvant le nouveau monde, participer à sa création dans le présent, qui s'inscrira dans le futur. Donc. Absolument. Absolument. C'est comme ça que ça se fait. Et donc, plus on est nombreux à avoir cette vision, plus elle peut se concrétiser et plus elle se fera vite. Ça dépend aussi du nombre de personnes qui en ont marre, finalement, actuellement, de vivre, si tu veux, sous hypnose, hein, on pourrait dire. Ouais. Parce qu'avec tout ce qui a été déversé par rapport à cette pandémie, vaccin, machin, etc., c'est comme si nous étions en état d'auto-hypnose. Avec un niveau de peur qui est déjà mais très élevé. voilà, avec un niveau de peur très élevé, la peur entraînant la peur, créant des gens complètement déprimés, hein, où ça peut devenir irrationnel, hein, c'est-à-dire qu'on peut aller au suicide, on peut aller à plein de choses en continuant comme ça. Non, il faut se ressaisir maintenant, se réveiller, hein, et se rendre compte que finalement, l'humain a des capacités énormes et que c'est maintenant que ça doit se faire. Peut-être toutes ces choses-là, c'est comme si, tu sais, à un moment donné, on te prend par la tête, là, on te met la tête dans tes peurs, et d'un coup tu disais stop, ça suffit, j'en ai marre. Je veux autre chose. Je suis pas cette espèce de robot qu'on essaye de me faire vivre, non? Ou que j'essaye ou dans lequel j'ai adhéré aussi, hein, quelque part. Oui. Hein? Et ça passe pas, ça, forcément par des révolutions où on descend dans la rue, où on Non. casse tout et on va zigouiller le président ou je sais pas quoi. C'est Non. quelque chose, une transformation interne. Et c'est ça qui est merveilleux avec le fait de choisir l'amour pour éveiller la conscience. C'est que en rêvant le monde qu'on souhaite, on le concrétise dans notre réalité, on le rend réel finalement. C'est exactement ça. Parce que lorsque tu dis dans le rêve, hein, on construit un certain monde, hein, mais on construit une nouvelle ligne de temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans la ligne de temps qui est celle dans laquelle on s'engouffre actuellement, qui va peut-être vers un gouvernement mondial tel qu'on l'a conçu ou qu'on voudrait, on peut aussi créer véritablement une ligne de temps basée sur le cœur, sur la relation de cœur entre les gens, sur l'ouverture à l'amour, justement, par ce chakra du cœur qui va diffuser, et on crée une nouvelle ligne dans laquelle on peut s'engouffrer, qui va vers ce nouveau monde, directement. D'accord. Est-ce que c'est compréhensible ? Tout à fait, tout à fait. On peut donc rêver le nouveau monde. En le rêvant, on crée une réalité. Un monde différent de celui dans lequel nous sommes en train de nous engouffrer. Et en le rêvant au présent, ça peut permettre de construire un monde différent de ce qui est près de ce vers quoi on se dirige. Oui, parce qu'on coupe ce dont tu parlais tout à l'heure, les 95% de pensées négatives qui nous emmènent dans une autodestruction, finalement. Et dans la peur et dans les émotions de peur. Voilà. Donc, il faut le créer. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Voilà. Merci Michel. Merci à toi.